Bonjour. Pour ce podcast qui sort le jour de mon anniversaire, j'ai eu envie de vous parler du burn-out, mais vous allez voir, d'une manière plus personnelle. Le burn-out. Bien qu'il n'existe pas d'échelle d'évaluation officielle, le nombre de salariés touchés par le burn-out semble continuer d'augmenter ces dernières années, notamment depuis le début de la crise de Covid, qui a considérablement alourdi la charge mentale et émotionnelle. On évoque régulièrement le nombre de 12% de la population active concernée, tout niveau hiérarchique confondu. Évidemment, en tant que coach, la prévention du burn-out est une de mes préoccupations permanentes vis-à-vis de mes clients. Je connais ses mécanismes, ses signes précurseurs et ses conséquences physiques et physiologiques chez les personnes touchées. Pourtant, lentement et sans en prendre conscience, je me suis moi-même retrouvé tout proche du burn-out à la fin de l'année 2021. J'aimerais vous offrir les clés qui m'ont permis de ne pas sombrer mais de rebondir, et aussi les transformations que cette expérience a permises et comment elle m'a enrichi. Et parce qu'on retient souvent davantage d'une histoire qui touche l'émotionnel que d'un cours théorique, j'ai choisi d'aborder cette thématique du burn-out sous la forme narrative. Vous découvrirez dans ce podcast le contexte et comment je me suis progressivement et imperceptiblement rapproché du burn-out, les conséquences sur le plan professionnel et personnel, les 3 raisons principales qui m'ont conduit à cette situation, ma prise de conscience tardive et la solution que j'ai mise en place à temps et qui a fonctionné, les 3 profils de personnes les plus susceptibles de faire un burn-out, les 4 catégories de symptômes et les signes précurseurs qui vous permettront de prévenir le burn-out pour vous-même ou pour les personnes de votre environnement. Enfin, 11 conseils de prévention concrets à appliquer pour vous, dirigeants ou managers engagés. J'espère de tout cœur que ce partage vous sera utile. Prêt ? Alors on y va. Un contexte externe générateur de stress. Nous savons tous combien 2020 a été une année de rupture dans tous les domaines de nos vies. On nous l'annonçait comme une année de grande réalisation, une année 20 sur 20. Mais un virus apparu de l'autre côté de la planète s'est immiscé dans ces prévisions, mettant le monde entier à l'arrêt pendant plusieurs mois. Du jour au lendemain, nos projets professionnels et personnels ont été stoppés, laissant tout et tous là où ils étaient, sans même la possibilité de réunir les familles dispersées. Comme nous-mêmes au sein du cabinet, beaucoup de dirigeants que nous accompagnons sont passés en situation de crise en quelques heures. Nous sommes alors entrés dans une longue période d'adaptation successive qui ont mis à mal les économies, les organisations humaines et les organismes physiques et psychologiques. Cet agresseur invisible avait cependant des choses à nous montrer, révélant nos fragilités structurelles au sein de nos organisations comme dans nos corps physiques. En effet, ce sont les entreprises et les personnes en fragilité, y compris lorsqu'elles n'en avaient pas conscience, qui ont le plus souffert de ce virus. La fragilité de Synergy & Co résidait dans son retard dans le domaine digital. Par conviction, nous avions longtemps repoussé le recours à la visioconférence et aux accompagnements à distance, reportant régulièrement le traitement de ce dossier, pourtant bien identifié. 2020 nous a brutalement montré notre erreur. En moins de 3 semaines, 80% de l'activité programmée sur l'ensemble de l'année était annulée par nos clients. Nous avons réagi en lançant des plans d'action pour renverser la situation. À l'été, en faisant évoluer notre offre, nous avions rattrapé près de la moitié des pertes du début d'année. D'autres plans d'action ont suivi, menés à leur terme jusqu'en décembre. Au final, la baisse de chiffre d'affaires était réduite et partiellement compensée par une amélioration de la rentabilité. Mais le plus porteur d'espoir résidait dans la forte accélération de l'activité. Ces plans d'action et la dynamique engagée ont continué de porter leurs fruits en 2021, au point qu'elle est, à ce jour, une année historique pour notre cabinet. Meilleur chiffre d'affaires depuis sa création et EBITDA historique. Bien sûr, nous avons célébré cette année record avec fierté, mais dans une immense fatigue, car ces chiffres ont eu un coût caché. Pour atteindre ce résultat, il a fallu s'engager énormément, et dans la durée, consommant beaucoup d'énergie dans une période où les stop-and-go successifs, en lien au confinement, avaient déjà considérablement entamé nos ressources individuelles. Pour ma part, mu par la volonté de mettre en sécurité l'entreprise, j'ai multiplié mes interventions, chargeant la barque au-delà du raisonnable, enchaînant les déplacements et acceptant un rythme de travail de moins en moins écologique. À partir d'octobre 2021,
des signaux sont apparus dans mon environnement personnel. Tension familiale, difficultés scolaires de mon fils. Au lieu de stopper la spirale de vitesse dans laquelle j'étais engagé, comme je le recommande à mes clients, j'ai rajouté à ma charge de travail la gestion de ces difficultés personnelles. Et j'ai ajouté une nouvelle charge à ma barque, déjà au bord du naufrage. Vous avez peut-être connu vous aussi des périodes de tension familiale. Si c'est le cas, vous savez combien ces moments sont consommateurs de ressources intérieures, puisant lourdement dans notre potentiel d'énergie. Pourquoi cette spirale d'accélération et de déconnexion de mes ressentis ? Au fil de l'année 2021, je me suis laissé entraîner par moi-même dans une sorte de course contre la montre interminable. Il fallait remplir, en intensifiant les plans d'action qui apportaient chaque mois de nouveaux contrats, maintenir la qualité de service si chère à nos yeux, tenir les délais, atteindre les objectifs, motiver l'équipe, accompagner nos clients. Tous les objectifs ont été atteints, mais en me coupant progressivement et insidieusement de moi, pour ne pas ressentir la fatigue et les tensions dans mon corps. Alors, pourquoi m'être entraîné moi-même dans cette spirale infernale d'accélération ? Le syndrome résultant de stress chronique au travail, qui est la définition du burn-out par l'OMS, ne touche pas toutes les personnes avec la même sensibilité. De manière très schématique, les profils à risque se trouvent plutôt parmi les types de personnalités suivants, dont la liste n'est pas exhaustive. 1. Les profils surinvestis dans leur travail, que ce soit par vocation, comme les soignants par exemple, ou pour atteindre leurs objectifs. 2. Les personnes en manque de reconnaissance, par besoin inassouvi dans leur histoire personnelle ou appartenant à un corps social peu valorisé. Infirmiers, enseignants par exemple. 3. Les perfectionnistes et les personnes ayant un grand sens de l'autocritique, qui auront tendance à en faire toujours plus, sans être pour autant totalement satisfaits. L'ironie de ce mal, encore insuffisamment prise en compte de manière préventive dans la plupart des entreprises, est qu'il concerne les personnes les plus impliquées dans leur travail. Pour ma part, je vois 3 principales raisons à mon glissement progressif sur ce chemin. Première raison, le besoin de reconnaissance. J'avais vécu douloureusement la perte de chiffre d'affaires de 2020, qui avait anéanti une partie des efforts fournis au fil des années pour développer notre petite entreprise. J'avais besoin de me prouver que je saurais tirer une fois de plus les enseignements d'une traversée difficile. Pour être fier de moi, je voulais non seulement récupérer tout ce que nous avions perdu, mais mettre en sécurité le cabinet. Je me suis laissé piéger par mon ego blessé, qui a certes permis d'inverser la vapeur, mais à un prix excessif et qui aurait pu être lourd de conséquences, et pas seulement pour moi, au plan professionnel comme au plan personnel. Ce besoin de se prouver que l'on va s'en sortir pousse un certain nombre de dirigeants que j'ai rencontrés à s'enfermer dans le piège de leur ego. Celui-ci les rend moins à l'écoute des autres et introduit souvent des biais cognitifs qui déforment la réalité. Et vous ? Pourriez-vous aussi être concerné par ce besoin de reconnaissance qui pousse parfois à se surinvestir au-delà du raisonnable ? Deuxième raison qui m'a poussé sur ce chemin, la peur. La peur du manque et de revivre une année difficile a également été un facteur de surengagement. Ce n'était pas le driver le plus actif en moi, mais je mentirais si je disais qu'elle n'a pas été présente et n'a pas joué un rôle. La peur est une des 4 émotions de base. Elle a son utilité, comme toutes les émotions. La sienne est de nous mettre en état de réaction face au danger, notamment par la fuite, en produisant l'accélération cardiaque, l'adrénaline et le cortisol nécessaires. Le problème vient de la difficulté à raisonner lorsque la peur est intense ou insuffisamment consciente. C'est ainsi qu'elle peut nous pousser à des actions inadaptées ou, à l'opposé, à un état de stupeur paralysante. Vous est-il déjà arrivé de réagir de manière inadaptée sous l'emprise de la peur ? Cela pourrait-il se produire ou se reproduire ? Si oui, comment vous y prémunissez-vous ? Enfin, 3e raison qui m'a conduit à me rapprocher dangereusement du burn-out, l'absence de feedback extérieur. J'aurais eu besoin d'un regard extérieur, d'un sparring partner, capable d'éclairer mes angles aveugles, exactement comme le fait un coach avec son client. Mais notre petite équipe était mobilisée pour répondre aux besoins de l'activité, chacun dans son domaine, et avec finalement le nez dans le guidon. Quant à mon superviseur, je commençais à être tellement coupé de mes sensations que je ne partageais pas avec lui le véritable sujet de fond, que je ne parvenais pas à voir moi-même.
L'ironie est que je continuais d'accompagner avec succès mes clients, y compris dans la prise de hauteur sur leur sujet, pendant que de mon côté, je prenais de moins en moins de recul sur les miens. Cette expérience m'aura permis d'en tirer de nombreux enseignements. Et vous ? Avez-vous mis en place une démarche organisée permettant d'ouvrir votre regard et d'éclairer vos angles aveugles, ce qui est si indispensable dans les périodes d'accélération ? Des symptômes pas toujours faciles à identifier. En fin d'année 2021, en dépit d'une fatigue de plus en plus palpable, d'une récupération physique de moins en moins efficace et de douleurs musculaires, les symptômes que je ressentais demeuraient encore seulement ceux des signes précurseurs au burn-out. En outre, la satisfaction partagée face aux résultats exceptionnels du cabinet ramenait de la joie et renforçait notre esprit d'équipe. Mais évidemment, en poursuivant dans cette même dynamique, les symptômes auraient pu graduellement augmenter, jusqu'à atteindre peut-être le stade du burn-out, dont les signes peuvent être globalement résumés ainsi. Sur le plan émotionnel, le burn-out entraîne souvent un stress chronique, des angoisses, de l'irritabilité, une forte émotivité, de la tristesse, et peut finir par provoquer une sensation de vide émotionnel. Au niveau somatique, le stress engendre fréquemment une fatigue qui finit par devenir permanente. Elle s'accompagne de troubles divers tels que des douleurs musculaires et tendineuses, particulièrement au niveau du dos et des membres inférieurs, des maux de tête, des insomnies, des troubles digestifs, des problèmes cutanés, des troubles du poids aussi, perte de poids ou prise de poids excessive. Sur le plan cognitif, la personne en proie à l'épuisement professionnel ne parvient plus à mener à bien ses missions. Elle se sent dépassée par les tâches à réaliser, démotivée, et éprouve souvent un sentiment de dévalorisation. Enfin, en termes de comportement, l'irritabilité est le symbole le plus fréquent. L'accusation de l'environnement peut être aussi une étape chez certaines personnes, avant souvent de sombrer dans l'isolement et le repli sur soi. Une prise de conscience issue d'un déclencheur externe. Il m'aura fallu être mis momentanément à l'arrêt par la Covid début janvier 2022 pour voir enfin en face le scénario de la pièce que je jouais depuis plusieurs mois sans pouvoir ou vouloir le reconnaître. Expliquer à mes clients que j'allais me mettre un temps en retrait et réorganiser avec eux le déroulé des prestations m'a encore demandé le courage d'oser exprimer ma vulnérabilité. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, et bien que ce soit pourtant devenu plus facile avec le temps, exprimer ma vulnérabilité me demande encore de rassembler mon courage et d'oser, par peur du jugement. J'avais besoin de temps pour moi et pour mes proches, afin de sortir de l'ornière dans laquelle j'étais tombé par manque de conscience, et qui avait eu des conséquences dans mon environnement personnel. Alors, bien que j'en aurais été attristé, j'étais prêt à accueillir la colère de nos clients. Au final, je n'ai reçu que des témoignages de compréhension et même des encouragements. J'en ai éprouvé une immense et une profonde gratitude à l'égard de nos clients, qui sont bien plus que cela en fait. De la joie aussi, face à la relation de confiance que nous avions tissée ensemble au fil de notre chemin commun. Un retrait créateur. J'ai démarré le premier semestre 2022 avec une sensation de vide intérieur, créée par un trop-plein à l'extérieur. J'ai décidé de tout arrêter et de traverser, sans savoir où j'allais ni ce que j'allais rencontrer durant cette période. J'en suis sorti 4 mois plus tard avec l'impression d'avoir rajeuni et de m'être allégé d'un fardeau trop lourd. Quant à mes proches, les difficultés appartenaient désormais au passé et un nouvel élan apportait des solutions neuves aux situations qui semblaient insolubles quelque temps auparavant. L'issue heureuse de cette expérience a également permis de belles avancées au cabinet, comme la mise en place de mesures visant à renforcer la vigilance face au risque d'épuisement, la réorganisation des quelques missions qui n'étaient pas écologiques au plan humain, ou la préparation de nouveaux projets porteurs de sens à nos yeux. Elle nous a aussi beaucoup apporté en termes de sensibilité de notre approche de l'accompagnement. Vous le voyez, ce temps de retrait a été des plus féconds. Il a permis de résoudre la plupart des difficultés qui, un trimestre plus tôt, semblaient mal parties. Le plus surprenant est que cela s'est fait presque naturellement, en lâchant prise, là où je m'accrochais et luttais pour trouver des solutions. Ce temps de retrait m'a aussi apporté de nombreuses prises de conscience sur mon mode de fonctionnement, sur mes forces, mes limites, comme mon sens du perfectionnisme, finalement encore actif alors que je pensais l'avoir guéri, et en lien au besoin de reconnaissance
que je croyais lui aussi avoir résolu. Cette expérience aurait pu se terminer de manière dramatique. Mon arrêt momentané lié à la Covid en début d'année m'aura permis de stopper à temps la spirale infernale dans laquelle je m'étais engagé sans en avoir conscience. Voilà, vous connaissez désormais les raisons qui m'ont conduit à prendre du recul durant le premier semestre 2022. Je souhaite que cette expérience puisse vous aider, si besoin, à prendre conscience du risque insidieux de basculement en mode automatique lorsqu'on n'y prend pas garde. Et qu'elle vous rappelle aussi, comme le souligne Thomas d'Ansembourg dans l'une de ses conférences, que, à force de mettre de plus en plus de choses dans nos vies, nous mettons de moins en moins de vie dans les choses que nous faisons. Pour terminer, quelques conseils de prévention. Il importe avant tout d'éclairer son rapport au travail, c'est-à-dire le sens et l'importance qu'on lui accorde et pour quelles raisons profondes, qui sont d'ailleurs rarement celles qu'on invoque en premier lieu. S'il est parfaitement louable de vouloir bien faire, il n'y a aucune raison justifiable de dégrader sa santé et sa vie privée pour sa vie professionnelle. C'est pourquoi, sans rien perdre de sa conscience professionnelle, il est essentiel de chercher des raisons d'accomplissement personnel en dehors de la sphère de travail. Voici donc quelques conseils de prévention. 1. Identifier ses croyances en lien au travail et regarder si elles sont bénéfiques pour soi. Dans le cas contraire, faire quelques séances de coaching ou de thérapie brève afin de remplacer ces croyances par de nouvelles qui soient bénéfiques pour vous et votre travail. 2. Éclairer ses propres risques de surinvestissement et définir des solutions correctives. 3. Se ménager des temps de repos, de loisirs et de ressourcement en dehors du bureau. 4. Nourrir une vie sociale satisfaisante. Vous savez, l'être humain est un être social qui se nourrit de la relation à l'autre. 5. S'offrir un espace pour parler de son travail à l'extérieur et évacuer le stress avec un coach, un thérapeute, un groupe de pairs par exemple. 6. Prendre conscience de la nécessité de poser des limites et apprendre à dire non, que ce soit un non ferme ou un non conditionnel, c'est-à-dire en proposant une alternative. 7. Apprendre à être à l'écoute de ses besoins et des sensations de son corps, qui nous parlent en permanence. 8. Se fixer des objectifs atteignables et organiser son plan d'action. 9. Déléguer et oser demander de l'aide. 10. Renforcer l'efficacité collective pour qu'elle soit source de mieux-être et non l'inverse. Enfin, faire une véritable coupure pendant les week-ends et les vacances. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast et qu'il vous sera utile. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos collaborateurs. Et sachez que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner sur votre chemin de dirigeant ou de manager engagé.